Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on va parler des stablecoins. On va voir tout d'abord ce que c'est, à quoi ça sert et quel stablecoin choisir. On voit ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'un stablecoin? Eh bien la plupart du temps les stablecoins sont tout simplement des crypto-monnaies qui sont corrélées directement à des valeurs traditionnelles comme par exemple le dollar, l'euro ou des ressources naturelles comme ça peut être le cas de l'or ou du pétrole. Donc le but derrière, c'est de pouvoir avoir une crypto-monnaie qui ne fluctue que très peu, voire ne fluctue pas du tout. Alors parmi les stablecoins, vous connaissez sûrement l'USDT qui est la première crypto stablecoin avec un market cap de 75 milliards, qui est du coup la crypto la plus utilisée en stablecoin. Vous avez derrière l'USDC qui a été créé par le consortium Circle dont Coinbase fait partie. Vous avez aussi le Binance USD qui lui et du coup le token de stablecoin de Binance. Vous avez le TrueUSD, vous avez le Terra USD, le regretté Terra USD qui malheureusement n'est plus du tout un stablecoin à l'heure actuelle. Vous avez Pax Gold, alors pour certains ce n'est pas un stablecoin, évidemment c'est plus compliqué à définir, mais ça a le même fonctionnement. Alors évidemment les fluctuations sont plus importantes, mais ça sert évidemment plus de réserve de valeur que réellement de stablecoin. Mais malgré tout, si vous regardez les fluctuations, vous regardez par exemple sur un an, vous voyez que les fluctuations sont très faibles. Vous passez par exemple de 1744 $ à, imaginons, à 2000 $. Donc certes, c'est beaucoup, certes, c'est pas non plus l'idéal pour un stablecoin, mais ça reste plutôt stable par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc là, c'est une crypto qui est backée sur l'or. Et enfin, vous avez le DAI. Alors, vous avez plusieurs types de stablecoins. Vous avez notamment les stablecoins qui sont backés sur des monnaies fiat. Donc, les monnaies fiat, c'est quoi? C'est l'euro, le dollar. En fait, c'est toutes les monnaies que vous connaissez. Et le principe est simple, c'est que dès lors que vous allez créer un stablecoin, vous allez devoir en banque détenir une monnaie fiat. Par exemple, pour l'USDT qui est très connu, eh bien, à chaque fois qu'ils créent un USDT, ils sont censés avoir en banque eh bien, $1. Ensuite, vous avez les stablecoins algorithmiques qui, eux, sont backés sur absolument rien. Donc, c'est juste, ils vont faire fluctuer l'émission du token, tout simplement, pour qu'il garde à peu près tout le temps la même valeur. Et parfois, vous avez ce type de stablecoin, comme c'était le cas de l'UST, qui du coup était aussi backé en partie sur le Bitcoin. Et malheureusement, dès lors que le Bitcoin, en fait, a perdu de la valeur, eh bien, le stablecoin a dépeg. Dépeg, ça veut tout simplement dire que ce n'était plus possible de soutenir la valeur du stablecoin et donc il s'est effondré. Enfin, vous avez aussi les stablecoins qui, eux, sont backés sur d'autres cryptos ou d'autres stablecoins. Ça peut être le cas, par exemple, du DAI. Vous avez aussi les assets backed qui, eux, sont du coup des cryptos qui sont backés sur de l'or, du pétrole, etc. Donc, ça bouge quand même, ça fluctue, mais beaucoup moins qu'une crypto classique. Et enfin, vous avez les hybrides qui, eux, sont un mélange de tout. Donc, il peut y avoir une partie en stablecoin fiat, il peut y avoir une partie en algorithmique et une partie en asset crypto, par exemple. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les raisons d'avoir des stablecoins? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Des raisons pratiques, des raisons juridiques et des raisons fiscales. Alors, pratique, pourquoi? Eh bien, parce que vous avez la possibilité de transférer sans restriction des centaines de milliards, si vous le souhaitez, en stablecoin. Vous pouvez évidemment transférer autant de stablecoins que vous le souhaitez. Vous n'avez aucune restriction à avoir en passant d'une plateforme à une autre. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup de plateformes n'acceptent pas forcément l'euro et le dollar, mais acceptent facilement les stablecoins. Sur les DEX, par exemple, sur les Decentralized Exchange, vous avez accès facilement à des stablecoins qui peuvent, par exemple, vous permettre de sécuriser vos transactions, vos trades. Si jamais vous faites un trade et que vous voulez sécuriser en attendant une baisse ou une hausse ou ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez sécuriser sur un stablecoin en attendant. C'est hyper pratique au niveau des transferts, vous n'avez absolument rien à déclarer en particulier, vous pouvez faire les transferts très facilement. Donc c'est ça le gros point positif des stablecoins, c'est disponible partout, vous n'avez pas besoin de faire de KYC sur certains sites et vous pouvez très bien utiliser des stablecoins. Ces stablecoins en plus sont reconnus par tous comme étant une valeur équivalente au dollar ou au fiat en général. Donc vous n'avez aucune inquiétude à avoir sur certains stablecoins, alors pas tous évidemment, mais notamment les stablecoins backés sur des monnaies fiat. Donc pour moi, les seuls viables et les seuls que je peux vous recommander, ce sont les stablecoins backés sur des monnaies fiat telles que l'euro ou le dollar.
mais on verra après comment ça fonctionne. Ensuite, quelles sont les raisons en plus d'utiliser des stablecoins? Eh bien, il y a la partie fiscale, évidemment, que vous ne pouvez pas oublier. Évidemment, dès lors que vous êtes en euros ou en dollars, eh bien, vous devez déclarer votre plus-value. Mais si vous restez en stablecoin, eh bien, vous n'avez rien à déclarer comme plus-value. Et ensuite, il y a une partie juridique qu'on a déjà un peu traitée, c'est tout simplement la possibilité de transférer des fonds très facilement sans avoir à faire de déclaration. Donc vous n'avez pas besoin derrière d'être sur un exchange qui détient des autorisations pour gérer des fiat. Et vous-même, vous n'avez pas à faire de déclaration quand vous sortez des millions de stablecoins, vous faites absolument ce que vous voulez. Alors il y a une question maintenant légitime qui peut se poser, est-ce qu'ils détiennent réellement les dollars en banque? Et si oui, à hauteur de combien? Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent, notamment à cause des scandales qu'il y a eu, notamment pour l'USDT. Il y a eu des scandales sur plein de stablecoins. Là, je parle juste des stablecoins qui sont backés sur les monnaies fiat. Je ne parle pas des stablecoins algorithmiques ou ceux qui sont backés sur les cryptos. Mais par exemple, si vous connaissez l'USDC, vous savez que ça vient de Circle, qui est un consortium dont Coinbase fait partie. Et du coup, pour vérifier ça, eh bien, chaque mois ou tous les 3 mois, eh bien, ils vont publier un rapport par un organisme d'audit qui va vérifier bel et bien que les dollars sont bien sur le compte. Et par exemple, pour l'USDC, vous pouvez aller sur le site et vous-même, vous pouvez vérifier. Pour ça, vous allez tout en bas et vous allez regarder les rapports de transparence. Par exemple, on peut regarder jusque-là celui de mars. Et on aura bientôt accès à celui du coup de mai et de avril, évidemment. Donc là, on peut voir déjà celui de mars. Donc on clique juste ici. Alors, qui a effectué ce rapport? Eh bien, c'est Grant Thornton. C'est un organisme indépendant d'audit qui est venu vérifier qu'ils avaient bien les dollars en banque. Donc, le rapport date du 31 mars. Donc là, c'est le dernier rapport qu'on a, 31 mars 2022. Donc là, vous pouvez voir dans ce rapport à la fin qu'il y a bien 51 milliards d'USDC en circulation et qu'ils ont l'équivalent en US dollars de 51 milliards. Alors, c'est pas forcément qu'ils ont que des dollars, mais en tout cas, ils ont des valeurs, des actifs qui, eux, ne fluctuent pas ou alors sont très sûrs, comme par exemple des obligations. Maintenant, on va passer à l'USDT que vous connaissez tous et on va voir ensemble s'ils ont réellement les dollars en banque. Alors, suite aux différents scandales qu'il y a eu sur l'USDT, ils ont bien été obligés au bout d'un moment de montrer réellement combien ils avaient en banque. Et pour ça, ils font des rapports trimestriels, semestriels. Donc là, le dernier rapport date du 31 décembre 2021. Donc là, vous voyez que par rapport à l'USDC, ça date un peu. Donc l'USDC, pour rappel, c'était en mars. Là, c'est en décembre 2021, donc c'était l'année dernière. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'il y a 83% qui est en dollars en cash, 4,61% qui est sur des métaux précieux, ça peut être de l'or par exemple, 5,27% qui est sur des valeurs de prêt, donc, mais apparemment sécurisées, et 6,38% sur des investissements autres. Et là, sur les 83,74%, vous avez une répartition ici eh bien, de ces dollars. Donc là, vous pouvez voir que c'est sécurisé, certes, ils détiennent une grosse partie en cash, mais malgré tout, c'est pas quand même 100% de dollars. Parce qu'on parle souvent de stablecoin en disant, regardez, vous pouvez voir d'ailleurs la pub, vous voyez partout, c'est marqué 1 sur 1, donc vous pouvez voir ici, sauf que la réalité, c'est pas vraiment ça, c'est pas 1 dollar sur 1 dollar. Souvent, vous avez des investissements. Il faut bien aussi qu'ils gagnent leur vie, qu'ils gagnent de l'argent dessus. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire des investissements qui vont placer cet argent. Alors là, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi on s'embête à faire des stablecoins algorithmiques? Pourquoi on s'embête à faire des stablecoins backés sur des cryptos, comme c'était le cas de l'UST? Eh bien, c'est tout simple, c'est pour la décentralisation et surtout, car vous détenez réellement vos cryptos dans le cas de stablecoins algorithmiques ou backés sur des cryptos. Alors que là, sur l'USDT et l'USDC, vous ne détenez pas réellement vos USDT et vos USDC. C'est un peu comme le dollar. Je vous explique pourquoi. Vous savez, il y a 2 ans, il y a eu un gros hack de plus de 5,51 millions de dollars d'USDT. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le smart contract qui gère l'USDT a blacklisté les adresses des hackers, des voleurs. Et donc là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Et le problème dans l'histoire, c'est que s'il y a des législations au niveau national ou international qui obligent tous les possesseurs d'USDT à se déclarer, du coup, à donner leur identité, et si, du coup, ils refusent de donner leur identité, on peut très bien blacklister leur adresse. Et ça m'étonnerait même pas que dans quelques années, on nous oblige à faire un KYC pour les détenteurs de plus de 10 000 USDC sur une wallet, par exemple. Et donc, il y aurait un mécanisme, du coup, a priori,
où on bloquerait toutes les adresses qui n'ont pas fait de KYC et on débloquerait les adresses une fois que la personne aurait fait son KYC. Et donc là, ça compliquerait un peu plus les choses pour cette question d'anonymat. C'est pour ça qu'au final, même si les stablecoins algorithmiques sont à l'heure actuelle un échec, ils étaient quand même salvateurs sur l'idée d'anonymat et sur l'idée de possession des biens, sur l'idée de possession de sa propre crypto-monnaie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un commentaire, c'est important pour le référencement. Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui mettent des commentaires car malheureusement, tout le monde vient sur Discord. Enfin, malheureusement, heureusement d'ailleurs. Mais le problème, c'est que du coup, on n'est plus référencé sur YouTube. Alors, on a une super commu sur Discord, mais on aimerait bien aussi garder notre commu sur YouTube. Voilà, merci encore de nous suivre en cette période de crise et on se dit à la prochaine!